messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau de télévision et bienvenue à l'émission Ça, c'est la vie. L'épanouissement de toute société passe par le bien-être de la deuxième moitié du ciel. Or, un des mots qui porte atteinte le plus souvent à son bien-être, et je dirais même à son intimité, c'est une pratique dite traditionnelle. Cette pratique est qualifiée de mutilation génitale féminine. Pourquoi parle-t-on de mutilation génitale féminine? Quelles en sont les conséquences réelles et comment en venir à bout? Pour en parler, nous avons un parterre de spécialistes qui ont bien voulu accepter notre invitation et je m'en vais tout de suite leur laisser la possibilité de se présenter. Tout de suite à ma droite, madame. Merci. Je me nomme Lydie Paré, née Tiendrebego. Je suis en service au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Edwige Sanglé du programme Santé sexuelle droits humains de la GIZ. Madame Lamizana, notre organisation s'appelle le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants, dont le Burkina assure la présidence à travers ma modeste personne. Brahim Tal, je suis juriste, je suis directeur du suivi et évaluation de la coopération et de la recherche du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. L'excision, en fait, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'ensemble des procédures qui incluent l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme pour toute autre raison, autre que celle thérapeutique. En fait, c'est le fait de couper le clitoris avec les petites lèvres, ou c'est le clitoris simple, le clitoris avec les petites lèvres, le clitoris avec les petites lèvres et les grandes lèvres, et le clitoris avec les petites lèvres, les grandes lèvres, et on coupe. On traite l'excision de mutilation génitale féminine parce qu'il s'agit de violation des droits des femmes, parce que également c'est une violation à l'intégrité physique de la femme. Et pour cela, on la qualifie de mutilation génitale féminine. Et l'excision porte gravement préjudice sur la base de certains déterminants fragiles, que ce soit des raisons psychosexuelles ou la question de dire « Ah tiens, le clitoris, lorsqu'il touche le pénis, l'homme devient impuissant. » Le fait de dire « Si le clitoris touche la tête de l'enfant, l'enfant meurt ou il devient aveugle. » Le fait de vouloir contrôler la libido de la femme. La plupart de ces déterminants, les fondements qui expliquent la pratique de l'excision ont été battus en brèche. Plusieurs raisons sont avancées pour vraiment pratiquer l'excision. Ça peut être des raisons d'ordre d'hygiène, parce qu'ils se disent qu'une fille qui n'est pas excisée n'est pas propre. Elle n'est pas propre et en plus de cela, pour les religieux, elle ne peut pas vraiment honorer aux prières comme il se doit. Mais est-ce que parmi toutes ces raisons qui sont évoquées pour justifier la pratique de l'excision, est-ce qu'il y en a une qui semble sensée? Moi, je vous dirais tout simplement du fond du cœur que c'est pour contrôler la sexualité de la femme, c'est tout. Pour ces personnes qui, dans leur culture, reconnaissent la pratique de l'excision, c'est qu'une femme non excisée est insatiable. Et pour éviter que la femme puisse aller d'homme en homme, comme si c'était le cas, il va falloir réduire ses envies afin qu'elle puisse rester à la maison. Sinon, en réalité, en ce qui concerne vraiment l'ablation de ces organes-là, ça ne détermine pas réellement la question de sexualité, de maîtrise de sexualité de la femme. Non, parce que tout est lié à l'éducation même que l'enfant reçoit. Voilà, l'éducation est vraiment déterminante pour ça, parce que nous avons
effectivement des personnes qui sont excisées, mais qui vont d'homme en homme. La grande majorité des prostituées interviewées étaient des filles excisées. Ça veut dire que c'est des questions d'éthique, c'est des questions d'éducation qu'on reçoit à la base, et c'est des questions de moralité également. Alors on dit que c'est une pratique traditionnelle. Comment les garants de la tradition expliquent la pratique de cette mutilation-là, puisque je conçois qu'ils ne la prennent pas pour une mutilation. C'est vraiment révoltant quand on voit que certaines personnes continuent à vouloir perpétrer cette pratique-là. Alors aucun fondement n'est justifié. Nous disposons actuellement d'éléments nécessaires pour vraiment justifier l'ampleur des conséquences de cette pratique-là. Au moment même de la pratique de l'excision, la douleur extrême peut parfois même amener des troubles mentaux et même conduire au mutisme. Par exemple, notre secrétaire permanente sortante a eu l'occasion de voir une petite fille d'environ 7 ans, mais qui en est arrivée à devenir sourd-muette suite à la pratique de l'excision. Parce que tout simplement, elle était tellement attachée à sa mère, elle aimait tellement sa mère qu'elle n'a pas pu supporter le fait que sa mère l'ait conduite à cette opération aussi douloureuse. Alors suite à cela, cette fille était réduite carrément au mutisme. Elle n'arrivait plus à s'exprimer. Qui dit ablation dit douleur, parce que c'est des organes que l'on prélève. Et à ce moment, nous savons également que le clitoris, qui est l'organe essentiel de la femme, est composé de vaisseaux, de petits vaisseaux qui se recoupent à ce niveau. C'est-à-dire que lorsque l'on pratique l'ablation, le sang coule abondamment et ça fait excessivement mal. Parce que vraiment, l'organe tel qu'il se présente est très, très, très douloureux. Donc, c'est fait qu'une femme qui est excisée, vraiment, le choc qu'elle ressent est tellement fort que ça peut laisser beaucoup de séquelles en ce qui concerne vraiment sa vie future. Il y a une étude publiée dans le journal Lancet 2007 qui a démontré la forte corrélation entre la pratique de l'excision et la survenue ultérieure du décès maternel. Donc c'est pour vous dire combien le clitoris joue un rôle important. Et donc le fait de l'ôter, on handicape la femme dans une de ses fonctions de procréation. Si vous venez au monde, vous êtes venu, le Créateur vous a créé de manière complète. Alors pourquoi voulez-vous ôter une partie que Dieu vous a offerte? Tout à fait. Et quelles sont les conséquences, je dirais, les plus importantes? Le clitoris joue une fonction essentielle dans le processus de l'accouchement. Et par conséquent, si vous faites une ablation du clitoris, il ne peut plus jouer ses fonctions. Et maintenant, le fait que le clitoris ne joue pas ses fonctions, ça peut pousser à certaines interventions. Soit une épisiotomie, consiste à déchirer la femme du point de vue latéral, afin de permettre l'extraction du bébé. Ou bien, tout simplement, la femme peut décéder sur la table d'accouchement après avoir fait un travail très prolongé. Bon, et il y a aussi certaines conséquences qui sont les fistules obstétricales. Donc, lorsqu'il y a une déchirure, communication entre la paroi de la vessie et le vagin, ce sont des fistules. Les urines coulent par le vagin. Alors, du coup, il y a des désagréments, il y a des traumatismes qui s'observent, il y a des séquelles qui altèrent sa santé et qui peuvent jouer aussi sur le plan social. Les fistules peuvent pousser au rejet social, à la discrimination. L'obstruction donc du vagin, de l'orifice vaginal, ça va faire de telle sorte que la femme aura
tendance à craindre les rapports sexuels. À chaque fois qu'elle doit accomplir son devoir conjugal, elle a cette crainte-là de ce devoir. Également, au moment de l'accouchement, c'est chaque fois une crainte parce qu'en général, les femmes qui subissent l'épisiotomie, c'est à répétition à chaque fois. Également, donc, c'est un traumatisme qui la suit tout au long de sa vie. Il y a même le droit à la dignité humaine. Justement, merci. Dans la mesure où la dignité de la femme est bafouée. Et la plupart du temps, aussi, on porte atteinte à son consentement. Ouais. L'étude qui a été menée pour évaluer les actions menées par le CNLP de 1990 à 2005, la moitié des femmes interviewées a reconnu que c'est la pression, sous le coup de la pression sociale qu'elles font exciser leurs enfants. C'est-à-dire que c'est une norme en vigueur, c'est une règle à laquelle si tu déroges, tu risques donc la marginalisation, la dérision. Nous allons partir sur le micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues. Nous avons interrogé le citoyen lambda qui nous dit ce qu'il pense de l'excision. Qu'est-ce que l'excision? Bon, l'excision, c'est l'ablation carrément de... Bon, il y a plusieurs formes d'excision. On peut entendre parler d'ablation totale du clitoris ou bien d'ablation partielle. Bon, il y a plusieurs formes. L'excision, c'est une ablation d'une partie de l'organe génital féminin. C'est ôter à la femme son plaisir, quoi. C'est l'ablation du clitoris. Les mutilations, ça peut toucher aussi les lèvres, les grandes lèvres et les petites lèvres aussi. Quelles sont les conséquences de l'excision pratiquée sur une fille ou une femme? Les problèmes d'abord de copule avec son mari, lors de coït, c'est un peu difficile, un peu douloureux. Donc elle en souffre, c'est un problème majeur. Ensuite, lors de l'enfantement aussi, c'est très difficile pour ces femmes-là. Par rapport au niveau de l'accouchement, elle peut avoir des problèmes. Vu qu'il y a eu l'excision, le vagin au fait est bouché. Donc en ce moment, elle aura des problèmes pour accoucher. La fille peut mourir suite à une forte hémorragie, peut-être même avoir des problèmes lors de l'accouchement, ou bien ne même pas avoir d'enfant. Au moment de l'excision, même elle peut perdre la vie. Il y a aussi le fait que c'est fait de façon un peu artisanale, ça veut dire les outils qu'on utilise. On peut utiliser la même lame pour beaucoup de filles. Donc ça peut en tout cas créer des problèmes de contamination, des maladies de sang par exemple, le sida. D'abord, ce qu'on a comme conséquence directe, c'est d'abord les infections que ça peut entraîner. Voilà, nous savons que les objets en général qu'ils utilisent pour l'excision là, ça peut être des objets souillés. Avec notre siècle, les IST et particulièrement le VIH comme ça, qui peut être contaminé par l'excision avec les autres filles, puisque la plupart dans la pratique on trouve que c'est le même objet qu'on utilise pour plusieurs filles. Il y a les risques immédiats et puis il y a les risques à long terme. Elle peut mourir sur le champ, elle peut mourir à l'accouchement. Les risques d'infection, bien sûr, sans oublier qu'il y a le traumatisme. En plus de l'infection, il y a surtout le traumatisme, parce que c'est atroce. Voilà, retour sur notre plateau. Les citoyens ont réagi par rapport à leurs impressions sur ce que c'est que l'excision et ses conséquences. Réaction sur le plateau maintenant. La plupart de ceux qui ont intervenu ont tendance à condamner cette pratique, à démontrer la nocivité de cette pratique. Donc vraiment, c'est réconfortant. Les gens perçoivent l'excision comme une mutilation, comme une ablation. Ce sont des termes techniques même qui sont bien dits. Ça veut dire que le message de la sensibilisation apporté, moi je suis réconforté de voir que les gens perçoivent bien la pertinence de la problématique. Le terrain est vraiment ratissé, les gens sont au courant, mais malgré ça, il y en a même qui se cachent, qui continuent ou bien qui amènent leurs enfants à l'extérieur, là où la loi n'est pas encore trop stricte. Pourquoi est-ce que cette persistance-là? Étant donné que c'est une norme sociale en vigueur au sein de nos communautés, c'est ça qui explique donc cette persistance. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour changer la norme sociale? C'est d'amener le plus de personnes possible à adhérer donc à la promotion de l'élimination de la pratique de l'excision. Les variables qui expliquent les comportements sociaux, qui expliquent l'existence ou la persistance de certains fléaux sociaux varient en fonction des localités, en fonction des ethnies. Par conséquent, les niveaux d'influence de ces variables-là
varie selon l'ethnie et la localité. Donc pour des actions durables, il faudrait pour identifier l'influence de ces variables par localité pour pouvoir actionner sur les leviers de changement de comportement visant l'abandon total de la pratique de l'excision. Voilà, l'excision est reconnue comme étant une pratique traditionnelle néfaste. Nous avons pour cela interrogé un chef traditionnel Mouara qui donne son opinion sur l'excision. Je suis le Naba Boualga du village de Dawilgué. C'est un village situé dans la commune rurale de Saponé et j'ai été intronisé par Sa Majesté le Moro Naba Bango le 22 juillet 2008. L'excision fait souvent rite de passage et de reconnaissance de la petite fille dans la société. Qu'en dites-vous? Dans nos sociétés traditionnelles, c'est effectivement un rite de passage. D'une part, parce qu'on quitte, si vous voulez, l'état de nature pour aller vers l'état de culture, avec ce qui se fait au plan culturel et ce qui se fait également au plan anatomique. Et d'autre part, c'est également un rite de passage de l'enfance, si vous voulez, au stade adulte. Est-ce que la tradition ou la coutume oblige-t-elle à pratiquer l'excision sur une fille ou une femme? Quelque part, un jour, tout le monde n'est pas né trouvé. Il y a des gens qui l'ont forgé. Alors, pour répondre à certaines exigences ou à certains contextes, mais ça n'a pas toujours existé. Conclusion, si ça n'a pas toujours existé, ça peut ne pas exister non plus. Est-ce qu'il y a des conséquences immédiates ou durables sur la santé de la jeune fille ou de la femme? Bien évidemment, quand on procède à l'ablation d'une partie du corps humain, et dans les conditions que l'on fait, ça ne peut que faire mal. Et donc, évidemment, il y a des conséquences, bien naturellement, nocives, faut-il le préciser. Que faites-vous pour amener les gens à abandonner cette pratique? Il n'y a pas de justification pour les violences faites aux femmes, et particulièrement pour ce qui concerne l'excision. Nous, forts de ce message, nous avons entrepris de concevoir dans nos villages respectifs, chaque chef, n'est-ce pas, est tenu d'être le porte-parole pour que ce message puisse être entendu et puisse être traduit en fait dans la pratique. Pourquoi vous opposez-vous à la pratique de l'excision? Quand on regarde un peu les fondements de cette tradition, on n'est pas toujours né trouver cette tradition. En d'autres termes, elle a été inventée, elle a été créée à un moment donné, alors avec des objectifs tout à fait précis. Par contre, je peux dire que les explications qui sont données en ce qui concerne la pratique de l'excision ne tiennent pas la route. On ne voit pas concrètement ce que ça apporte comme plus-value, comme valeur ajoutée dans la vie de la femme. Quand on regarde, il y a des conséquences tout à fait négatives. D'abord, ça fait mal. Ensuite, ça peut engendrer des maladies. Enfin, elle peut avoir des problèmes pour concevoir et elle peut traîner ça toute sa vie et ça peut engendrer effectivement la mort. Voilà, retour sur notre plateau. Vous avez vu le chef Mossi et le chef Mouara qui bat en brèche la pratique de l'excision et qui reconnaît que c'est là une pratique néfaste. Les invités sur le plateau, qu'est-ce que vous en dites? Dans son développement, il dit l'excision, on n'est pas né trouvé. Ça a existé à un certain moment. Et ça peut ne pas exister à un autre moment. Je pense qu'il dit tout. Ce que j'ai retenu d'important à travers son interview, c'est cet engagement, parce qu'actuellement, ce dont nous avons besoin, c'est cette manifestation publique. Cela a un effet très positif sur le reste, sur ceux-là qui hésitaient, sur ceux-là qui sont réticents à abandonner la pratique. Quelle est votre stratégie sur le plan international, enfin je veux dire interafricain? Au niveau africain, nous faisons beaucoup de plaidoyer avec les gouvernements, parce que le comité interafricain a un statut d'observateur à l'Union africaine qui nous permet d'avoir une proximité avec les États africains. C'est ainsi que, avec le concours de la Commission des droits de l'homme et de la Commission africaine CADHP, nous avons contribué
à l'élaboration et à l'adoption du protocole de Maputo. Tout le monde connaît le protocole de Maputo. Le plaidoyer également, avec les organisations internationales, nous a permis d'adopter la journée tolérance zéro à la MJF. Et donc cette journée, pour donner plus de poids, les Nations Unies l'ont institutionnalisée. Donc tous les 6 février de chaque année, tous les pays adhérents en tout cas à cette philosophie-là célèbrent la journée de la tolérance zéro au MJF. C'est vrai qu'il faut sévir, mais avant de sévir, il faut sensibiliser suffisamment afin que les gens comprennent que c'est une pratique qu'il faut abandonner. Mais au cas où il y a des récalcitrants qui ne veulent pas l'abandonner, la loi va sévir. Mais la loi, c'est une forme de sensibilisation aussi, une forme d'éducation, parce que quand on vous punit, on vous dit voilà, vous avez enfreint une norme. Parce que c'est une société, c'est pas la jungle où chacun fait sa loi. Il y a des normes qui sont établies, tu franchis ça, voilà ce que en quoi tu encours. On a créé le CNLPE en 1990 et en le créant, en réalité, la loi n'a pas suivi en 1990. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'actions qui ont concouru en 1996 à la prise en compte d'une loi réprimant la pratique de l'excision. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé directement à la loi. On sensibilise, c'est vraiment de l'information et l'éducation pour le changement de comportement. Et également, la loi qui a ôté au cas où les gens ne voudraient pas vraiment se soumettre à ce cas de figure-là. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter juste un dernier mot chacun pour lancer un appel résolu, un appel solennel à tous nos téléspectateurs, surtout si par hasard il y a quelqu'un qui pratique l'excision ou qui encourage la pratique de l'excision. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quel appel vous avez à lancer à ces personnes? Une invite à la communauté nationale, à la communauté africaine, parce que c'est un problème africain qui concerne les Africains et qui doit être résolu par les Africains. Dieu merci, les Africains ont pris conscience et les Africains se sont mobilisés. Et je voudrais inviter, encourager d'abord ceux qui ont compris le message, mais qui n'adhèrent pas à la lutte. Moi, je parle de lutte parce que c'est un dispositif qui est mis en place. Les inviter à rejoindre le groupe des acteurs d'intervenants sur la question. À ceux qui hésitent, je leur dis de se laisser convaincre par les messages de sensibilisation. Ensemble, donnons-nous la main. Formons une chaîne de solidarité autour de nos petites filles, autour de nos enfants, autour des femmes. Rien ne vaut que la vie. Le développement passe par la vie. Et pensons-y. Il n'y a pas de plus-value en ce qui concerne la pratique de l'excision. C'est-à-dire que ça n'emporte rien vraiment à la femme. Ça ne lui ajoute rien. En termes de gain, en termes de santé, en termes d'épanouissement, ça ne lui apporte rien. Moi, je m'adresserai d'abord à ceux-là qui sont toujours réticents à abandonner cette pratique pour leur dire qu'actuellement, tous les fondements, que ce soit sur le plan coutumier, sur le plan religieux, sur le plan des considérations hygiéniques ou socioculturelles, tous ces fondements aujourd'hui peuvent être battus en brèche avec des éléments consistants à l'appui. Et à ceux-là, maintenant, qui sont déjà engagés, c'est de les amener à faire une manifestation publique pour convaincre parfois leurs voisins qui sont encore hésitants. Nous avons vu l'exemple du chef coutumier ici. En s'affichant ouvertement, au moins, il amène l'ensemble de sa population à comprendre, lui, qu'il a abandonné et que désormais, c'est la personne qui va pratiquer l'excision qui sera marginalisée. Merci à nos invités, M. Tal, Mme Lamizana, Mme Sangli, Mme Paris. Je pense que le message est bien passé et je demanderai aux téléspectateurs de se laisser convaincre parce qu'il n'y a rien qui justifie la pratique de cette mutilation génitale féminine. Il faut donner le droit à la femme de vivre sa vie dans son intimité, dans son intégralité. Et je pense que chacun de nous l'a bien compris. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci et à bientôt.